sommes en pleine guerre. Il faut qu'on soit conscient de cela. Si tu veux arracher un morceau de viande de la bouche euh, d'un chien, il faut vraiment avoir un gros bâton. Hein. Donc, nous sommes en pleine guerre. Je suis à fond avec Diogène quand il dit il faut l'essence de l'anticipation parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Là, déjà, j'en profite par rapport à l'anticipation. Qu'est-ce qui fait que les pays comme le Mali, ça fait 3 ans qu'il est en conflit ouvert contre la France. Les Burkina Faso, ça va faire 2 ans. Comment ces pays-là continuent d'utiliser le franc CFA? Donc, vous attendez les jours où on va vous bloquer tous les avoirs pour pleurer. Il y a ça aussi. On est en guerre et ce n'est pas l'ennemi qui peut fabriquer ta monnaie. La France, par rapport aux pays de la zone franc aujourd'hui, qu'on appelait hier AOF et puis AEF, ou encore avec le Zaïre, parce qu'il ne faut pas oublier que la France a co-dominé le Zaïre à un moment donné avec les États-Unis. Tout le monde se rappelle en 77, quand les Français ont réprimé les gendarmes katangais qui ont attaqué Chabat. Tout le monde se rappelle en 78, lorsque les Français comme on dit, ont sauté sur Colvézi avec les avions militaires américains. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que la France peut se départir de cette position de domination par elle-même, par sa volonté? Je pense que c'est impossible. Parce que quand vous voyez le gangstérisme d'État que la France a organisé sur le continent africain pendant 60 ans, des coups d'État sur coups d'État, des interventions militaires sur interventions militaires, mais ça allait se terminer comment? Quand on parle des présidents qui ont 40 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir, comment ont-ils fait pour se maintenir 40 ans, 50 ans au pouvoir? Nous, ici à Brazzaville, nous vivons sous la férule d'une dictature depuis 97, qui est un vrai coup d'État, justifié par Jacques Chirac à plusieurs reprises. Donc, tout ça, la France va s'en débarrasser comme ça parce qu'elle a pris conscience. Non, je pense que c'est une position de colonisateur. La position de colonisateur, soit vous l'obligez à partir, soit n'a plus de force pour continuer à faire ce qu'elle doit faire, et elle finira bien par partir, cette colonisation. Donc, nous en sommes là aujourd'hui. Tout à l'heure, je disais qu'il faut qu'on comprenne que nous sommes dans une sorte de guerre. Il faut que les gens prennent conscience de ce qui se passe. La France ne partira pas facilement. Il y aura des dégâts. C'est comme un vieux lion blessé. Il fait des dégâts avant de rendre gorge. Je pense que c'est ça. Non, moi je crois que Macron ne sait plus quoi faire et chaque jour, il prend une décision qui le ridiculise, qui abaisse la France et qui rabaisse les Français. Parce que s'il voulait avoir une position radicale, il ne se serait pas comporté comme ça. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez Telar TV. Bienvenue dans Regard sur le monde. Avec moi sur ce plateau, Koumba Yaressi, membre du Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP du Mali. Bonjour, Koumba Yaressi. Bonjour, M. Perrin. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Et voilà, j'ai encore une fois le plaisir d'être sur ce plateau. Merci d'être avec nous sur Telar TV. Nous avons également Enda Diogène Seni, chef d'entreprise, président de la Ligue panafricaine Umoja Congo. Bonjour Diogène. Bonjour Christian, bonjour à tout le plateau, bonjour aux téléspectateurs. Je suis très heureux d'être sur ce plateau. En tout cas, très heureux de vous compter parmi nous. Et enfin, nous avons Paris Baletoula Diambanza, journaliste et analyste politique. Bonjour Paris. Bonjour Christian, comment tu vas? Ben, très bien, merci. Au sommaire de cette tribune, la crise au Niger où l'ambassadeur de France serait pris en otage selon Emmanuel Macron. L'embargo culturel de la France contre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Nous aborderons également l'attaque contre les civils du bateau Tombouctou. Que visent concrètement les terroristes et qui sont-ils? Si le temps nous le permet, nous pourrons aborder également la situation politique au Gabon et au Sénégal. Commençons par l'embargo culturel de la France contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ce matin, on apprend que la France suspend
les mobilités étudiantes avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso fin août 2023. Les étudiants de ces trois pays ont reçu un message du ministère des Affaires étrangères les informant de l'annulation de leur séjour en France en raison de la crise diplomatique en cours. Que vous inspire une telle décision? La parole à qui voudra la saisir en premier. Je souhaiterais réagir d'autant plus que il est incompréhensible qu'on empêche la circulation du savoir, qui plus est, nous sommes au XXIe siècle. Comment dire, c'est tellement facile pour la France de faire des remarques, de prendre des décisions aussi d'une manière aussi bruyante, alors que les effets seront minimes. Parce qu'il y a déjà quelques années, la France avait commencé à fermer les portes de l'université à nos étudiants en augmentant considérablement les frais, tous les frais d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous ne sommes guère surpris parce que Macron ne sait plus quoi faire. J'aurais compris que Macron voudrait punir, entre guillemets, nos populations, nos pays, si Macron, ou alors si Macron voulait être objectif, Macron allait déjà nous dire combien chacun de nos 14 États avait d'argent dans les comptes d'opération et nous les rendre. De un. De deux, l'UNESCO, parce qu'il n'y a pas que les étudiants, il y a aussi la culture. Le monde de la culture est vent debout aujourd'hui. L'UNESCO, qui est un organe spécialisé des Nations Unies, se trouve être en France. Alors, quel sort sera le nôtre, c'est-à-dire les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens? Est-ce que ça veut dire que la porte de l'UNESCO nous est également fermée? Non, moi je crois que Macron ne sait plus quoi faire et chaque jour, il prend une décision qui le ridiculise, qui abaisse la France et qui rabaisse les Français. Parce que s'il voulait avoir une position radicale, il ne se serait pas comporté comme ça. Voilà, alors Diogène, que peut viser la France en prenant de telles mesures? C'est quoi l'objectif? Bon, c'est vrai que lorsque on prend les principes simplement, on ne peut pas s'en prendre à la culture, puisque il y a quand même des engagements qui ont été pris par à la fois des artistes, des sociétés, et puis comme vient de le rappeler Madame Koumba, c'est-à-dire qu'il y a quand même des organisations internationales qui dépassent les conflits bilatéraux comme l'UNESCO, qui peuvent être impactés. Mais il faut comprendre aussi que nous sommes dans une situation où peut-être les Africains ne se rendent pas assez compte de ce qui se passe. C'est une vraie situation de guerre. La France n'est pas, c'est pas le premier acte que la France pose dans ce sens. Tout le monde se rappelle de ce que la France a fait à Sékou Touré, comment les Guinéens ont été punis lorsque Sékou Touré a fait voter le non au référendum de 58. Donc, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Simplement, il faut que les Africains se mettent aussi au niveau de ces enjeux. Les États qui, aujourd'hui, sont en conflit ouvert avec la France doivent prendre toutes les dispositions parce qu'on a l'impression que chaque décision prise par la France surprend ces États-là. Il y a aussi un problème de cohérence, un problème d'anticipation sur un certain nombre de choses. Madame Koumba l'a rappelé, par exemple, le traitement des étudiants qui sont déjà en France, qui doivent renouveler leurs frais de leur inscription, était devenu difficile. Donc, il y a une vraie politique de compression et puis de réduction des étudiants africains en France. Et là, on peut même peut-être penser qu'on a profité de cette situation pour pouvoir déployer ce qui était déjà en cours. Parce que nous n'oublions pas que Campus France était déjà une façon de filtrer, de réduire
le nombre d'étudiants qui voulaient partir en France. Donc, nous sommes dans une situation extrêmement grave, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, ou d'autres pays africains qui sont potentiellement demain, qui seront potentiellement demain dans cette situation. Il faut bien prendre en considération tous les enjeux qui entourent cette situation, parce que la France est capable de prendre d'autres dispositions qui vont gêner encore plus les États africains qui sont dans cette situation. Alors, Paris, est-ce que vous pensez que cette mesure est responsable face à un monde devenu finalement multipolaire où on sait que, bon, voilà, les étudiants peuvent aller ailleurs, aux États-Unis, au Japon, en Chine et partout ailleurs, que la France prenne une telle mesure lorsqu'on sait que ces pays d'Afrique francophone ont une relation, j'allais dire, séculaire avec la France. Et c'est à partir de ces pays, évidemment, qu'on a vulgarisé aussi la langue française. Je vais user, comment dire, d'une formule ironique, hein. Alors, nous, quand on était gamin, si quelqu'un te cogne, tu n'as pas la force pour répondre, eh bien, tu peux ramasser un caillou et lui balancer, quoi. Donc, la formule, c'est Soko Betinga Noko Pierre Azali. Si tu me tapes, eh ben, je peux ramasser un caillou sur Noko Pierre. Là, la France est en train de recourir au Noko Pierre, hein. C'est-à-dire, comme dit Madame Kumba, donc ce sont des mesures ridicules, mais en même temps, comme le dit Diogène, hein, les cailloux aussi, même les mesures ridicules, hein, peuvent aussi faire mal, hein. Donc, comme dit Diogène, nous sommes en pleine guerre. Il faut qu'on soit conscient de cela. Si tu veux arracher un morceau de viande de la bouche euh, d'un chien, il faut vraiment avoir un gros bâton, hein. Donc, nous sommes en pleine guerre. Je suis à fond avec Diogène quand il dit il faut l'essence de l'anticipation parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Là, déjà, j'en profite par rapport à l'anticipation. Qu'est-ce qui fait que les pays comme le Mali, ça fait 3 ans qu'il est en conflit ouvert contre la France. Les Burkina Faso, ça va faire 2 ans. Comment ces pays-là continuent d'utiliser le franc CFA? Donc, vous attendez les jours où on va vous bloquer tous les avoirs pour pleurer. Il y a ça aussi. On est en guerre et ce n'est pas l'ennemi qui peut fabriquer ta monnaie. C'est un peu comme si on était dans une guerre des bisounours, mais ce sont des vrais gens qui sont en train de mourir, comme on le verra avec Mhm. l'attaque de Tombouctou. Koumba ici, est-ce qu'on peut s'attendre aux mesures de rétorsion, parlant de la réciprocité, comme c'est le faire d'ailleurs le Mali? Ben oui, d'autant plus que pour pouvoir partir ou ne pas partir, il faut avoir un visa. Il n'y a plus de visa entre la France et nous. Il n'y en a plus. Le seul problème, comme vient de le dire M. Paris, c'est le CFA. C'est le CFA, mais je crois que avec tout ce que nous sommes en train de vivre, ça ne saurait tarder. C'est dans les cartons et bientôt nous allons sortir du CFA et obliger d'ailleurs les autres pays de la zone CFA à en faire de même. Que vaudra, comment dire, le CFA quand il n'existe, il n'existera qu'à Dakar, à Abidjan ou à Lomé ou Cotonou. Dans le cadre des échanges, nous sommes nos 3 pays sont des pays de l'interland et c'est nous qui alimentons leurs ports, etc., etc., et même les multinationales d'ailleurs. Quand est-ce que la France va rappeler ces multinationales ou alors quand est-ce que nos pays vont recourir à d'autres partenaires? Sur le plan militaire, c'est déjà fait. Mais sur le plan économique et financier, il faudrait qu'on soit beaucoup plus à l'offensive. Quand est-ce qu'on va sortir de ces relations-là avec la France? Parce que c'est ce qui se dessine. C'est inévitable. Face à de telles mesures, quel avenir pour l'OIF, mais aussi des relations, j'allais dire, culturelles que ces pays francophones ont avec la France? Il ne faut pas penser à des mesures de rétorsion. Il faut absolument, absolument et de façon urgente que les pays donc, qui sont dans cette situation fassent un vrai travail d'anticipation.
Quand tout à l'heure, Monsieur Paris disait que bientôt le franc CFA, qu'est-ce qu'on fait avec le franc CFA? Mais il n'y a pas très longtemps, on a vu comment on a mis Laurent Gbagbo à genoux. On a bloqué Ouais. tous ses comptes. Donc, nous ne parlons pas ici d'une perspective qui pourrait arriver. La France l'a déjà expérimenté. Tout à l'heure, j'ai parlé de Sékou Touré, mais c'est encore beaucoup plus loin. Là, tout récemment, la Côte d'Ivoire a été complètement fermée, complètement bloquée, parce que Laurent Gbagbo avait attendu, alors que tout était sur la table pour montrer que la France pouvait tout faire pour le faire partir de la manière la plus honteuse, humiliante possible. Or, ce qui se passe aujourd'hui avec les pays qui sont là, que ce soit au niveau de la culture, au niveau économique, ils ont une chance extraordinaire. Il y a 3 pays contigus qui ont des frontières, qui peuvent faire quelque chose qui aurait un sens. Parce que quand vous êtes seul, isolé, comme le Mali qui a commencé je dirais plutôt cette épopée, comme le Mali était seul, bon, on aurait pu croire que c'est pas évident, on va l'isoler, etc. Le Mali a tenu, le Burkina Faso est venu, et nous avons aujourd'hui le Niger. On n'a pas d'autre choix parce qu'à 3, c'est pas rien. C'est pas rien. On peut mieux s'organiser, on peut mieux anticiper les choses, on peut réorienter les étudiants, on peut mieux saisir la question monétaire parce qu'elle est complexe, bien sûr, mais quand vous êtes tout seul, c'est plus compliqué. On va vous isoler beaucoup plus facilement. Je crois que la question ici, c'est aujourd'hui, est-ce que ces 3 pays sont capables, au lieu de faire des mesures de rétorsion, d'attendre que la France réagisse, ça c'est la réaction, d'anticiper, d'annoncer un certain nombre de mesures sur le plan culturel. Ils peuvent sortir de la francophonie, ils peuvent sortir d'un certain nombre d'organisations, ils peuvent créer des situations qui vont finalement mettre la France en situation de réaction. Et on change la donne à ce niveau-là. Et ça va aussi rassurer les populations. Il faut comprendre que lorsqu'on demande aux populations, nous sommes dans un combat pour la souveraineté. La souveraineté, c'est aussi la responsabilité. C'est aussi de dire, à partir de maintenant, mes échecs, j'en suis responsable. Mes succès, j'en suis responsable. Il faut sortir de cette situation qui est intenable. Le Mali a déjà fait 3 ans. Le Burkina Faso est sur les rails. Il faut envisager sérieusement la question monétaire, la question culturelle de façon beaucoup plus large. Nous avons aujourd'hui, dans nos ministères des Affaires étrangères, on a un département pour la francophonie. On peut les supprimer déjà. C'est déjà une économie de budget parce que ce sont des budgets qui sont. C'est faux de dire que c'est la France qui finance tous les budgets culturels de ces pays. C'est pas vrai. Ces pays ont des budgets qui sont consacrés, des lignes budgétaires qui sont consacrées aux questions culturelles, en particulier à la francophonie. La plupart de nos ministères des Affaires étrangères ont un département aujourd'hui qui est réservé aux questions de la francophonie. Donc, il faut prendre des mesures immédiatement et très, très rapidement pour éviter d'être en situation de réaction. Il faut prendre les mesures très rapidement. Vous avez dit, Paris, je viens à vous parce que, bon, là, on va changer de sujet. Nous allons passer donc au second sujet qui porte toujours sur le Niger où l'ambassadeur de France serait pris en otage selon Emmanuel Macron. Il a déclaré hier, Emmanuel Macron, donc c'était hier, vendredi bien entendu, que l'ambassadeur de France au Niger était pris en otage par les militaires au pouvoir et ne se nourrissait plus que de rations militaires. Alors que tout le monde sait que cet ambassadeur a été déclaré persona non grata. Et la France insiste, cet ambassadeur doit demeurer, doit rester au Niger. Et pas plus tard que hier encore, on a suivi Catherine Colonna insister là-dessus, rappelant que l'ambassadeur de France au Niger restera au Niger tant que Paris le voudra. Violons bien entendu l'article 9 de la Convention de Vienne. Alors, quelle analyse faire de ce comportement, j'allais dire, de cet acharnement de la France? Alors, la situation, elle est effectivement très, très tendue. Il faut comprendre que euh, la France, quelque part, n'a pas vu le mouvement arriver. Moi, j'avais fait un texte que j'ai publié sur Facebook le 31 mai 2021 où je parlais de la portugalisation de la France. Parce que dans les années 60, quand les autres puissances vont faire la décolonisation protocolaire, une fête de décolonisation, particulièrement la France, partis sont partis, le Portugal
est resté dans une position de colonie de peuplement. C'est ainsi que il a eu à faire face à une guerre, à plusieurs guerres même, en Angola, au Mozambique. Et finalement, ce sont des guerres qui ont emporté même les régimes de Salazar et de celui qui est venu après lui. Donc, vous voyez que, je pense que c'était en Caetano ou Gaetano. Donc, maintenant, le Portugal, après avoir perdu ses colonies angolaises et du Mozambique et de la Guinée-Bissau, le Portugal était devenu le pays le plus pauvre d'Europe. Parce que tout simplement, ils n'avaient pas compris le mouvement. Quand il fallait faire semblant de partir, eux n'ont pas compris cela. Et là aussi, la France n'est pas en train de comprendre ce qui se passe. La France est restée le seul pays européen, peut-être même l'un des rares pays du monde, qui continue de pratiquer une colonisation directe sur plusieurs pays. À partir du moment où vous avez des troupes militaires qui sont prépositionnées, ce sont des troupes d'occupation. Donc, la France pratique une colonisation directe et, comment dire, on a évoqué la monnaie. En réalité, c'est quelque chose qui ne pouvait plus marcher. Mais pendant longtemps, la France s'est servie des élites africaines cooptées, hein, cooptées et corrompues. Ce sont ces élites-là qui défendaient les positions, les accords de défense, les francs CFA, comment dire, les privilèges accordés aux entreprises françaises. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, avec le développement des réseaux sociaux, la rapidité des circulations des informations, tous les combats qui étaient menés dans les petits laboratoires en catimini sont devenus des combats populaires. Donc là, la France a une seule option, soit de faire une guerre militaire, mais un pays qui est divisé déjà à l'interne, Macron a bien travaillé pour diviser la France, hein? Donc un pays qui est divisé à l'interne n'est pas apte à mener des guerres de conquête. Donc, tout ce qu'ils font avec leur ambassadeur, c'est toujours du ridicule parce qu'ils sont en train de violer, comme tu viens de le dire, Christian, la Convention de Vienne. Hein. Il y a les accords. Quand un ambassadeur est déclaré non grata, comment dire, il s'en va et le pays est visé, comment dire, prend aussi la mesure réciproque. Donc, je pense que, bon, si l'ambassadeur est en train de manger les rations des militaires, bon, quand il y aura plus de rations, il y a toujours des rations pour les chiens renifleurs, non? Donc, bon, il a encore de la marge pour résister. Alors, Koumba Yarissi, l'ambassadeur ne partira pas et Catherine Colonna dit d'ailleurs que l'ambassadeur continue à travailler et c'est grâce à lui d'ailleurs que le Français qui avait été arrêté dernièrement avait été libéré. Baliverne, il raconte de Baliverne, ces chers dirigeants français. Ils n'ont plus les moyens de leur politique. La France est out, qu'elle le veuille ou pas. Elle est conspuée partout. Récemment, c'est le représentant des Nations Unies qui a dit tout le bien qu'il pensait des agissements de la France au Niger. C'est la honte. Comment est-ce qu'on peut s'imposer aux gens chez eux? Ils ne peuvent pas s'imposer aux Nigériens. Depuis quand un ambassadeur présente sa lettre de créance à une personne, pas à la République, à une personne au nom de la République? Pour eux, les nègres que nous sommes ne sont pas entrés dans l'histoire. Comment est-ce qu'on pouvait s'imposer à un peuple chez lui, de surcroît? Mais les otages, qu'est-ce qu'on fait des otages? Nous, on en a l'habitude. Hein? Areva avait payé plus de 10 millions d'euros pour faire libérer 4 Français. Avec ces plus de 10 millions, nos rebelles et autres djihadistes ont eu l'occasion d'acheter des armes à la même France pour les tourner contre nous.
Ils n'ont qu'à libérer, à faire libérer. Il y a des bonnes volontés, ils n'ont qu'à faire libérer leur ambassadeur. Non, de manière plus prosaïque, la France sait que c'est terminé, comme l'a dit M. Paris. Elle doit se résoudre à ça. Et d'ailleurs, toutes les études l'ont montré. La France sera une puissance moyenne très vite. Et avec ce qui se dessine, si nous retirons nos objets de leur musée, le tourisme dont ils se targuent d'être des champions, ils n'accueilleront plus personne à Paris parce que les musées vont fermer leurs portes. Il n'y aura plus rien à voir. On ne va pas se déplacer juste pour aller déguster des mets français. Et moi, je bénis le jour où Macron a été candidat et le jour où il a été choisi par le peuple français parce que tout ce que nous sommes en train de faire comme résultat, si lui n'avait pas été là, si ça avait été les vieux crocodiles, comme on le dit chez nous en Afrique, notre tâche aurait été beaucoup plus compliquée. Est-ce qu'évidemment, Macron a entre autres aussi cette mission de libérer l'Afrique, de laisser l'Afrique se libérer, Diogène? Bon, ça c'est la bonne blague. On peut le Non, faire hein, sans le dire, pourquoi pas? oui, mais la politique de civilisation a été bien appliquée à l'esclavage, à la colonisation et au néocolonialisme. On a expliqué que l'esclavage, c'était pour sortir ces personnes-là de l'état d'animalisation. La colonisation, c'était pour les rendre civilisées, etc., etc. Non, je pense que cette fable ne marche plus. Ceci dit, je voudrais revenir sur ce que mon frère Paris a dit. Est-ce que vraiment on peut considérer que la France euh, n'a pas vu les choses venir? Moi, je me souviens, dans les années 2010, 2009-2010, en France, à Paris, nous avons créé une organisation, la Ligue panafricaine Moja. Et nous voulions que le panafricanisme rejoigne le champ politique. Parce que le panafricanisme s'exprimait sur les domaines culturels, spirituels, historiques, beaucoup d'associations dans ce sens-là. Et il faut savoir que tout ce mouvement, comme disent les historiens, ce grand mouvement d'historisation, c'est-à-dire ce besoin d'histoire, cet engouement d'histoire, a préparé le terrain à ce que nous voyons aujourd'hui. Et les services français, je n'ai plus les éléments précis sur ce rapport, les services secrets français avaient laissé fuiter, ou bien le rapport avait fuité, dans les années 2010, qui disait ceci, la prochaine menace pour les intérêts français en Afrique, c'est donc le nationalisme africain et le panafricanisme qui est en train de revenir. Donc, le panafricanisme n'est pas inconnu des Français. Le panafricanisme n'est pas inconnu de l'Occident. C'est ce même panafricanisme, dans les années 50, qui a menacé les intérêts occidentaux et qui ont poussé les Occidentaux, notamment les Français en particulier, à faire ce que mon frère appelait tout à l'heure la décolonisation protocolaire, pour ne pas dire nominale. Donc, ils ont eu des rapports. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que quelles sont les colonisations qui se sont arrêtées de bonne foi parce qu'on a compris qu'on ne pouvait plus, il faut qu'on parte. C'est rare dans l'histoire et surtout pas dans l'expérience française. La France, par rapport aux pays de la zone franc aujourd'hui, qu'on appelait hier AOF et AEF, ou encore avec le Zaïre, parce qu'il ne faut pas oublier que la France a co-dominé le Zaïre à un moment donné avec les États-Unis. Tout le monde se rappelle en 77 quand les Français ont réprimé les gendarmes katangais qui ont attaqué Chabat. Tout le monde se rappelle en 78 lorsque les Français comme on dit, ont sauté sur Colvézi avec les avions militaires américains. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que la France peut se départir de cette position de domination par elle-même, par sa volonté? Je pense que c'est impossible. Parce que quand vous voyez le gangstérisme d'État que la France a organisé sur le continent africain pendant 60 ans, des coups d'État sur coups d'État, des interventions militaires sur interventions militaires, mais ça allait se terminer comment? Quand on parle des présidents qui ont 40 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir, comment ont-ils fait pour se maintenir 40 ans, 50 ans au pouvoir? Nous, ici à Brazzaville, nous vivons sous la férule d'une dictature depuis 97, qui est un vrai coup d'État, justifié par Jacques Chirac à plusieurs reprises. Donc, tout ça, la France va s'en débarrasser comme ça parce qu'elle a pris conscience. Non, je pense que c'est une position de colonisateur. La position de colonisateur, soit vous l'obligez à partir,
soit n'a plus de force pour continuer à faire ce qu'elle doit faire, et elle finira bien par partir, cette colonisation. Donc, nous en sommes là aujourd'hui. Tout à l'heure, je disais qu'il faut qu'on comprenne que nous sommes dans une sorte de guerre. Il faut que les gens prennent conscience de ce qui se passe. La France ne partira pas facilement. Il y aura des dégâts. C'est comme un vieux lion blessé. Il fait des dégâts avant de rendre gorge. Je pense que c'est ça. Merci. On va passer à notre troisième sujet. C'est bien entendu l'alerte donnée par l'ONU, un agent, j'allais dire un fonctionnaire de l'ONU, sur Aboubacar Diallo, bien sûr. Il fait état donc d'une longue série de violations du droit international contre le Niger, qui inclut d'ailleurs la libération des terroristes sur le territoire nigérien. Et je crois il y a eu aussi un communiqué numéro 25, bon, voilà, des nouvelles autorités du Niger, qui pointait du doigt la France d'avoir libéré des terroristes. Mais après, il y a eu des démentis. Mais il se trouve que désormais, c'est un fonctionnaire de l'ONU qui accuse la France, évidemment, ou qui dénonce, ce n'est pas encore une accusation, qui dénonce la France de libérer des terroristes. C'est prouvé plus d'une fois, hein. Alors, moi, je suis dans un réseau des gens de l'Afrique de l'Ouest qui partent de la Guinée en passant du Niger, Mali jusqu'au Burkina. En fait, ce sont des pratiques courantes côté français. Même leur conseiller qui a été arrêté et qui vient d'être libéré, pourquoi il a été arrêté? On a trouvé dans son véhicule des tenues militaires des soldats du Burkina Faso. Donc, le jeu qu'ils font, ils vont prendre ces tenues-là, ils donnent aux terroristes, aux djihadistes, qui vont commettre des massacres après pour créer la confusion. Donc, même là, le fait que la France aille libérer des otages nigériens, mais Bazoum lui-même, le coup d'État, le motif, hein, le motif, c'était que Bazoum voulait libérer encore des terroristes. Les terroristes qui massacrent les Nigériens, quand on les arrête, on les libère. Là, c'est Bazoum qui a libéré une fois et qui a été pris la main dans les sacs cette fois-ci. Et souvent, c'est la France qui fait ce jeu-là de libérer les terroristes pour ensuite les réarmer et les renvoyer pour entretenir un chaos permanent. Mais même si on suit bien Assimi Goïta, il disait la même chose. Les mêmes personnes qui voulaient combattre, à un moment donné, quand ils étaient sur le point de battre ces djihadistes-là, la France, avec ses forces interposées, pour empêcher les Maliens de défaire ces djihadistes quand ils étaient en difficulté. Donc, après, maintenant, quand ils protègent la fuite de ces djihadistes, on leur donne encore des armes pour entretenir un chaos permanent. Je vais souligner quelque chose ici. La plupart des peuples qui fournissent les djihadistes sont arabisés. Nord Mali, Nord Burkinabé, Nord Niger. Normalement, ces djihadistes-là qui viennent massacrer nos populations au nom de l'islam, alors que les populations du Nord les populations subsahariennes sont aussi islamisées, on voit bien que ce n'est pas au nom de l'islam qu'ils viennent massacrer, mais au nom d'un mercenariat blanc, entre guillemets, au service des blancs, c'est-à-dire cet impact entre esclavagistes pour maintenir l'Afrique toujours dans un état de misère et de dépendance. Donc, nous devons avoir à l'idée que nous sommes en face d'une guerre des races. Le mot est sale, mais c'est cette réalité qu'il faut bien comprendre. Nous sommes en face d'une guerre des races et moi, je pense qu'il faudrait même qu'on envisage d'avoir des brigades, des volontaires africains. On ne peut pas continuer de faire la politique sur Facebook avec des clics. À un moment donné, il faut qu'il y ait des volontaires et qu'il y ait aussi non seulement des volontaires au niveau des gens qui vont se battre sur le terrain, il faut qu'il y ait aussi des volontaires au niveau des think tanks, au niveau des gens qui sont capables de faire des prospectives. Merci. Alors, Madame Koumbayar, ici, on revient toujours, on reste un peu sur ces terroristes qui sont parfois libérés par la France.
et l'assistance de la France à vouloir rétablir Bazoum dans ses fonctions, puisque finalement la France, plus d'un mois après, demeure dans sa position, restauration de la démocratie, rétablir Bazoum dans ses fonctions, et d'aucuns commencent à penser que finalement la France aurait peut-être peur que Bazoum lâche certains secrets, notamment concernant cette affaire du terrorisme au Sahel. Bien entendu, parce que il y a juste 2 ou 3 jours, le Niger, les nouvelles autorités ont supprimé les passeports diplomatiques, et c'était beaucoup de centaines. Et parmi ceux-ci, il y a eu, était concerné l'ancien ministre de la Défense d'Ibeka, d'Ibrahim Boubacar Keïta, en la personne de Tchema Hubert Koulibaly. Il était, tenez, parmi les conseillers spéciaux du président sortant, comment il s'appelle déjà? Parler Bazoum. de Mohamed Bazoum. Donc, vous voyez, c'est un système, ça n'est pas que au Sahel, hein, ils ont mis le système en place pour tous les pays de la zone franc. Et d'ailleurs, Diogène parlait de la codomination. Voilà, la codomination, mais comment dire, la guerre du Biafra, qui en est à l'origine, c'est bien la France. Donc, c'est simplement dire que la France ne peut pas travailler. La France n'a pas envie de travailler. Il est plus simple pour la France de mettre en place des plans diaboliques, des systèmes dont on aura du mal à se défaire. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la France elle-même est à court d'idées. Il y a eu les Foccart et autres. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Il vous souviendra que le Mali avait porté plainte il y a plus d'1 an, d'ailleurs, au Conseil de sécurité, pour les mêmes faits. Et aujourd'hui, ce sont les Nations Unies, ce sont les fonctionnaires ou un fonctionnaire des Nations Unies qui déballent toutes ces affaires-là. Comment comprendre, si la France n'est pas partie prenante de tout ce qui affecte le Sahel, comment comprendre que des dizaines de personnes ont péri dans un bateau sur le fleuve Niger? Il n'y a pas eu de compassion, ni du côté de la France, ni du côté de la CEDEAO, ni du côté de l'Union européenne, africaine, encore moins de celle du côté des Nations Unies. Personne n'a condamné. Et ça a été réclamé. La CEMA a fait un communiqué et s'est dit à l'origine de cette attaque terroriste. Et demain matin, ils vont se souvenir de l'accord d'Alger. Et donc, ce qui s'est dit jusqu'à présent, les gens sont mobilisés. Nous savons par quel bout tenir aujourd'hui la France. Nous, en tout cas au Mali, on en a une longue expérience parce que depuis 2020, on ne s'est pas laissé faire compter en ce qui concerne les agissements de la France. Quoi que la France fasse aujourd'hui, qu'il s'agisse de la globalisation ou du néocolonialisme, de la France-Afrique, en tout cas, les peuples sont debout. Regardez ce qui se passe au Niger. On a mis le Niger sous cloche le lendemain du coup d'État. Ils sont sous embargo. Même l'électricité qu'ils payent a été coupée par le Nigeria. Donc, ceux qui veulent du mal à l'Afrique
ça n'est pas seulement la France. Les plus dangereux sont les Africains eux-mêmes. Sinon, quand vous prenez des chefs d'État comme Tinubu, qui vient juste d'arriver, un ancien repris de justice, quand vous prenez les Macky Sall, les Abdraman, Alassane Ouattara, Alassane Draman Ouattara plutôt, etc., sans compter les politiciens et autres vendus, parce qu'en fait, je crois que l'Afrique a péché, l'Afrique moderne ou l'Afrique qui pensait qu'elle était indépendante a péché par le fait de ne pas parier sur les ressources humaines. On a laissé filer tout. Il n'y a pas eu d'éducation idéologique, d'éducation civique, d'éducation citoyenne, d'éducation, bref, d'éducation tout simplement. Et nous avons laissé le sort de nos pays entre les mains des crapus politiciens, à l'image des Sassou et les Bongo, quid du Camerounais ou de l'Équato-Guinéen. Tous des gens qui se sont déshumanisés, des francs-maçons qui sont tellement loin des préoccupations des populations qui aujourd'hui ne savent pas que la défense de la patrie est la chose essentielle que nos différentes constitutions nous demandent. Libérer les terroristes pour attaquer le Niger, c'est ce qui a été dénoncé, mais de plus en plus, il y a un phénomène qu'on est en train de constater, je ne sais pas si vous aussi vous l'avez constaté, c'est que lorsque les djihadistes attaquent le Mali ou le Burkina, ça fait écho dans les médias étrangers, particulièrement français. Mais quand c'est le Mali ou le Burkina qui attaquent les djihadistes, à ce moment-là, il y a comme un blackout, on n'en parle pas. Comment comprendre cela? C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Je pense que si on revenait un peu sur la première accusation du fonctionnaire des Nations Unies, c'est très intéressant. Parce que lorsque les accusations venaient des autorités maliennes, de Choguel ou encore de Assimi Goïta, on a vu comment ça a été, la France a tout fait pour discréditer cette accusation-là. Et d'ailleurs, ils ont porté l'affaire aux Nations Unies. Ça n'a pas eu de suite. Alors, un fonctionnaire des Nations Unies, quand on connaît comment la maison fonctionne, hein, parce que les Nations Unies, depuis toute son histoire, rares sont les fois où ont condamné les interventions militaires occidentales sur le continent africain. Mais un fonctionnaire qui ose faire une telle accusation, qui n'ait pas été sanctionné jusqu'ici, parce que là, quand même, on met en accusation une puissance qui fait partie du Conseil de sécurité. C'est comme assez grave. Donc, ça mérite quand même réflexion. Tout à l'heure... Pas n'importe laquelle, qui dispose d'un droit de veto en plus. Absolument. Membre du Conseil de sécurité par nature. Donc, lorsque le frère Paris explique que c'est possible, bien sûr, dans les mémoires de Foccart a revendiqué, mais ce que tout le monde avait dénoncé à l'époque, opération Persil contre Sékou Touré, pour inonder le pays de fausses monnaies, de façon à ce que l'inflation puisse gagner la Guinée de telle manière que le gouvernement tombe. Mais on a rappelé l'affaire du Biafra aussi. Donc bref, je pense que nous sommes dans des guerres qui sont des guerres qui sont sales, dont on n'assume pas officiellement, ouvertement les rôles, et donc c'est possible que ça se passe comme ça. Parce qu'on veut absolument que le Mali échoue. On veut que le Burkina échoue. On veut que le Niger, maintenant que le Niger a changé de camp, échoue. On le souhaite, mais tellement que on met en scène, on fait la diffusion massive de toutes les opérations terroristes qui sont possibles. Vous vous rappelez qu'en France, par exemple, lorsque la France a été attaquée, on a interdit un certain nombre de diffusions d'informations concernant les terroristes pour éviter de leur donner une certaine publicité et puis de susciter d'autres vocations. Mais aujourd'hui, les médias occidentaux le font de façon magistrale. C'est-à-dire qu'on met en scène, on donne la parole, etc. etc. Non, il n'y a pas de surprise. Je disais tantôt que c'était de bonne guerre. Je pense que dans la situation dans laquelle nous sommes, il y a deux positions. Où on est simple analyste, on analyse les faits,
où on choisit le camp dans lequel on se trouve et on essaie d'aider les populations et surtout des gouvernants de prendre des bonnes dispositions. Aujourd'hui, les États qui sont concernés, outre les politiques qui sont menées à l'intérieur, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec telle ou telle politique prise, par exemple, par le régime malien, burkinabé, etc. Mais il s'agit de la survie des États à ce stade-là. Donc, il faut prendre conscience qu'il s'agit vraiment des armes qui sont mobilisées, les armes de communication, les armes militaires, entre guillemets, tout type d'armes pour pouvoir remporter cette guerre. Et c'est comme ça que l'Occident a toujours fonctionné sur le continent africain. Il ne faut pas l'oublier. Alors, Paris, est-ce que cet écho qui est fait dans les médias occidentaux, c'est aussi une façon dans les médias occidentaux, est-ce que c'est une façon aussi de dire ou de passer un certain message pour dire, ben, maintenant que nous sommes partis, qu'on nous a chassés du Mali, du Burkina et bientôt là où, peut-être maintenant là, du Niger, voilà que ces pays sont désormais en proie voilà, à la violence et ces États sont impuissants. Est-ce que c'est pas ce message qu'on veut passer? En fait, ils veulent passer ce message. C'est pour cette raison qu'une émission comme la tienne est importante. Parce que nous avons des informations quasiment chaque jour. À chaque fois que les terroristes essaient d'attaquer, rapidement, il y a la riposte. Au Burkina Faso, par exemple, ils ont lancé une trentaine d'avions à la poursuite de ces djihadistes. Ils ont attaqué avec 1000, comment on dit, 1000 véhicules motorisés. Donc, c'était vraiment une attaque. Non, je pense que c'était au Mali plutôt. Ils voulaient attaquer la ville de Gao au Mali avec 1000 véhicules motorisés. Et rapidement, l'armée malienne a envoyé une trentaine d'avions. Ils ont été pulvérisés. On les a poursuivis. Et il y a plein de terroristes qui ont été tués et qui ont été, comment dire, faits prisonniers. Neutralisé? Qu'ils attaquent, en fait, les rapports, c'est à peu près, quand nous perdons 5 soldats, les terroristes perdent minimum 60 à 100. C'est ça la dialectique des combats et la vérité sur le terrain, que ce soit au Mali ou au Burkina Faso en ce moment. Alors, Oumaya ici, puisque nous parlons déjà des actes terroristes qui sont posés par, bon, on appelle ça les djihadistes, encore il faut chercher à comprendre d'où viennent-ils. Et là, donc, nous abordons l'attaque, bien, oui, l'attaque contre les civils hein, du bateau Tombouctou dernièrement. Euh, et je posais la question de savoir que visent concrètement ces terroristes qui s'en prennent aux civils et cette fois-ci aux bateaux, qui en réalité était une des rares voies restées ouvertes pour ravitailler, bien entendu, Tombouctou. Il faut créer le chaos. Il faut créer le chaos. Depuis l'annonce du départ de l'amunissement, la CEMA savait que la cause était entendue. Et nous, on s'attendait d'ailleurs à cette guerre, celle que nous sommes en train de livrer aujourd'hui, pas contre de simples rebelles, hein, parce qu'ils sont rebelles le jour et djihadistes la nuit. Et eux-mêmes l'ont reconnu à travers leur communiqué, parce que la première chose qu'ils ont faite, c'est leurs élites, leurs chefs qui vivaient à Bamako, ont tous rallié Kidal. Et au jour d'aujourd'hui, tous les militaires intégrés dans l'armée régulière ont pris leur clic et leur claque et sont allés rejoindre leur patron, évidemment, c'est Kidal qui est le haut lieu de la rébellion au Mali. Et donc, puisque il était entendu que chacun des camps occupés par l'amunissement devait être rétrocédé à l'armée régulière et que certains d'entre eux étaient occupés, soit entièrement, soit en partie, par les Touaregs de Kidal, de manière spécifique. À partir, comment dire, ils ont récupéré quelques camps, mais quand ils sont arrivés à Tombouctou,
le camp de Ber, c'est à ce moment-là qu'ils ont mis le feu aux poudres. Ils ont attaqué avec obus et tout. Paris a parlé tout à l'heure de centaines de voitures parce qu'ils ont demandé, les véhicules armés, ils ont demandé l'appui de Libyens. Il y a des Libyens qui sont venus leur prêter main forte. Donc, il y a eu un combat là-bas. Et puisque au 31 décembre, on doit en finir avec l'amunissement, ils font tout pour modifier la stratégie de récupération. Et c'est pourquoi ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils ont poussé le bouchon jusqu'à s'attaquer à de pauvres personnes qui ne faisaient que se déplacer à bord du bateau Tombouctou. Puis vous imaginez que les moyens de transport étant réduits, ça n'est pas le nombre requis de passagers qu'on va retrouver à bord de ce grand bateau qui est vieux de plus de 40 ans. Donc, ils se sont attaqués. C'était en réalité une attaque complexe. En même temps qu'ils ont attaqué le bateau, ils sont allés à Bourem, parce que Bourem n'est pas loin de la zone des trois frontières. C'est l'épicentre, justement, du djihadisme, au Sahel. Et ensuite, ils ont essayé d'attaquer en même temps Gao. C'est vous dire combien ils sont et de quels moyens ils disposent. Mais à chaque fois, ils ont été décimés, comme ça a été dit tout à l'heure. Et c'est pourquoi, justement, il n'y a pas beaucoup de commentaires. La France ne commente pas. Mais pardon, Madame Koumbayar, pendant que vous répondez, puisque c'est vous qui connaissez très bien ce dossier, est-ce qu'il y a eu des déclarations, des condamnations, par exemple, par la communauté internationale, j'allais dire, les organisations sous-régionales ou régionales, Non, le cas de l'UNIA ou de la CEDEAO? Non, j'en ai pas connaissance en tout cas. Je sais que ça n'a pas été fait, ça se saurait d'ailleurs. Et donc, je crois que c'est l'expectative, ils sont dans cette situation-là. Tout le monde attend de voir l'issue de ce combat-là. Et je crois que les militaires maliens aujourd'hui, quand on dit que l'armée est montée en puissance, ce n'est pas de la propagande. Parce que pour faire face à des attaques aussi complexes, il fallait mettre la stratégie adéquate. Il fallait que les militaires aient été, leur morale, soit au beau fixe, etc., etc. Et donc, là où nous en sommes, je crois que le Mali est en train de jouer son sort jusqu'à la fin décembre. Parce qu'il reste à récupérer, entre autres, Kidal, à travers le camp de Kidal, où l'armée a été empêchée d'accéder déjà en 2012. Et d'ailleurs, les colonels, parmi les colonels, ils étaient nombreux qui devaient reprendre Kidal, mais on les a stoppés à l'entrée de Kidal. Parce que les Français ont décidé avec Serval. C'est la première force qui était là. Et après, ce fut Barkhane et tout le reste. Donc, je crois que le monde est en train d'observer ce qui va se passer entre l'armée régulière et la CEMA qui n'en démord pas, parce que la CEMA n'a jamais voulu déposer les armes. Et les Nations Unies ne l'ont jamais obligé à faire face à leurs engagements, parce que dans l'accord d'Alger, les DDR, c'était quand même l'engagement le plus important, parce que les gens qui veulent la paix ne vont pas négocier armés. D'autant plus que IBK avait signé l'accord d'Alger, le couteau à la gorge, à la suite de
comment dire, de la mission de son premier ministre en la personne de Mara, mission qui a été très, très ensanglantée, des préfets, des sous-préfets qui ont été égorgés et nos militaires qui ont été tués et par les Touaregs et par les Français et les Nations Unies. Parce que c'est la MINUSMA qui occupe Kidal depuis fort longtemps. Voilà les enjeux d'aujourd'hui. Et nous sommes prêts à toutes les éventualités. Aujourd'hui, personne ne dénonce quoi que ce soit. Nous n'allons pas nous plaindre. C'est à la guerre comme à la guerre. Et d'ailleurs, le coup d'État du Niger, entre autres, s'explique par ça, parce que la zone des 3 frontières, tant qu'elle ne sera pas libérée, aucun de nos pays, de nos 3 États, ne connaîtra la paix. Et tant que Bazoum était là, à casser le moral des militaires, aussi bien chez lui qu'au Mali, parce qu'il a traité même les autorités maliennes de pas être à la hauteur, pour ne pas dire plus. Et comme Bazoum, c'est le garçon de course de Macron, il lui obéit au doigt et à l'œil. Et le pétrole, la société pétrolière qui devait être créée le lendemain du coup d'État, était un enjeu important parce que l'ancien président Issoufou, son fils, Bazoum et autres, étaient prêts à rétrocéder tout à la France. C'est une compagnie française qui allait s'accaparer tout et leur donner des pourboires. Donc les enjeux sont aussi bien militaires qu'économiques, que financiers. Et hier, par exemple, pendant plus de 4 heures de temps, le vice-ministre de la Défense de Russie, le ministre de la Défense du Mali et le ministre de la Défense du Niger ont eu des entretiens importants. Je crois que, évidemment, comme témoin, rien n'a filtré, mais je crois qu'il s'agit là des mesures importantes parce que la survie de la zone en dépend. Ils ont tout fait, les Nigériens sont restés debout, le Mali et le Burkina sont toujours engagés aux côtés du Niger. Je crois que c'est ce qui a redistribué les cartes. C'est pourquoi aujourd'hui, même les autorités françaises ne parlent plus de libérer Bazoum. Ils disent simplement que c'est un président démocratiquement élu. Alors, s'il est démocratiquement élu et démocratiquement déposé, le problème, il est où? On va parler comme ça. Et donc, c'est juste une porte de sortie. Mais si Macron ne prend garde, en voulant, avec ses tergiversations et tout ce qu'il est en train d'entreprendre, le réveil va être brutal pour la France. Le réveil va être brutal parce que des mesures sont en train d'être prises à tous les niveaux. Et avec le concours de ceux qu'ils connaissent, les Russes, les Chinois, tout le monde. Le BRICS d'ailleurs. Voilà, alors Diogène s'est dit, on va passer finalement au Sénégal, où le Premier ministre Amadou Ba candidat à la succession du président sénégalais. Alors, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là, finalement, que le sort de l'opposant, disons, Ousmane Sonko est scellé finalement? C'est là, c'est acté pour faire de sorte qu'il ne se présente pas à l'élection 2024. Oui, je pense que c'est le rêve de Macky Sall d'écarter définitivement Ousmane Sonko du jeu. Cette désignation, le samedi dernier, il me semble, a consisté justement à mettre tout le monde devant le fait accompli que Macky Sall finalement a acté son départ. Il y a un successeur qui a été désigné.
mais il y a quand même des difficultés. Déjà dans son propre camp, il semble que Amadouba ne fait pas aussi facilement, ne dirais même pas l'unanimité, mais la majorité. Donc, peut-être même que dans le camp de Macky Sall, d'ici là, nous allons entendre d'autres voix qui vont se lever pour pouvoir se poser et s'opposer, enfin, en tout cas, s'opposer clairement à Madouba. Maintenant, dans l'autre camp de l'opposition, rien n'est écrit. Vous savez, les situations où beaucoup d'opposants sont partis de la prison pour la présidence sans légion. Souvent, la prison a été même l'antichambre du pouvoir. Il ne faut pas l'oublier. Si vous prenez le cas, par exemple, de la RDC, Lumumba est parti de la prison pour aller à la chambre, à la table ronde à Bruxelles, alors qu'il tout était fait pour l'écarter du jeu. Si vous prenez, en tout cas, beaucoup de situations historiques le prouvent. Il ne faudrait pas que le camp de l'opposition au Sénégal baisse les bras, rien n'est perdu. Ils sont sur tous les fronts, on sait qu'ils se battent sur le front, sur le plan du droit. Le dossier de Sonko n'est pas si plié que ça. Dès lors que Sonko est devenu prisonnier, en tout cas entre les mains de la justice sénégalaise, de la police sénégalaise, de l'État sénégalais, théoriquement, en tout cas juridiquement, la condamnation tombe. Donc, il n'est plus condamné. Il devrait être rejugé dans tous les cas. Donc, sur le plan juridique, le dossier reste encore ouvert. Sur le plan politique, tout ce que Macky Sall fait ne fait que renforcer la détermination des Sénégalais. Et sur le plan simplement de l'image du Sénégal, c'est une vraie tragédie. Le Sénégal a vraiment perdu énormément, combien même on le savait, hein, le Sénégal n'était pas non plus un pays, un paragon du nationalisme africain. Mais en même temps, il y avait un prestige sénégalais qui était là, que Macky Sall a complètement terni avec ses décisions complètement impopulaires. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une situation à la gabonaise, enfin à la gabonaise, je dirais même par rapport au Niger, qui peut arriver au Sénégal. On ne sera pas surpris. Les militaires africains ne sont pas des êtres qui sont en dehors des sociologies qui se passent actuellement. Ce sont des Africains d'abord. Ils voient ce qui se passe. Donc, le Sénégal est quand même dans une pente assez dangereuse. Il faut simplement dire à l'opposition sénégalaise qu'elle ne doit pas baisser les bras. Au contraire, elle doit continuer à se battre, elle doit redoubler d'efforts. Et nous devons continuer à aider le Sénégal, au-delà de la personne d'Ousmane Sonko, à ce que les opposants sur ce continent ne soient pas comme ça maltraités, humiliés régulièrement, comme c'est l'habitude des pouvoirs dictatoriaux. Merci Diogène. Alors Paris, c'est vrai que j'allais vous demander de rebondir sur la même question du Sénégal, mais bon, on parle ici déjà, si j'ai bien compris, c'est l'instrumentalisation de la justice pour se débarrasser des opposants quand on n'a pas pu les éliminer physiquement, dans certains cas, bien sûr, et la corruption, les détournements des deniers publics, que sais-je encore. Alors, ces systèmes qui nous sont présentés souvent comme de démocratie, mais démocratie vraiment limitée, comme qui dirait. Et là, on a vu au Gabon, jusqu'au jour où il y a eu le coup d'État, on pouvait dire démocratie, comme d'habitude, entre guillemets. Et là, finalement, les soldats ont pris leurs responsabilités. Et donc, je voulais vous faire réagir sur le coup d'État au Gabon. Euh, euh, Maintenant que les choses ont commencé à se déployer, la transition a été annoncée, le Premier ministre déjà nommé, etc. Quelle lecture peut-on faire de ce nouveau régime qui s'installe au Gabon? Alors, c'est pas compliqué de voir les coups d'État qui font avancer la cause de l'Afrique et les coups d'État des diversions ou les coups d'État qui sont là pour bloquer la marche de l'histoire, quoi. Au Niger, il y a menaces de toutes sortes, il y a embargo, euh, menaces d'intervention militaire, alors qu'au Gabon, c'est des condamnations vraiment du bout des lèvres. On peut bien comprendre qu'il s'agit d'un coup d'État de connivence et de complaisance, quoi. C'était pour éviter que les choses leur échappent. Et c'est là où on voit aussi qu'en voulant être trop malin, la France continue de se tirer une balle dans les pieds.
En réalité, s'il laissait le pouvoir à l'opposant qui a gagné, le militaire pouvait dire, écoute, nous on fait le coup d'État, ensuite on appelle celui qui a organisé les élections, monsieur, venez, donnez-nous les vrais résultats. À partir de là, on laisse l'opposant, qui est aussi un sous-fifre de la France. Ce sont des éléments cooptés qui ne jurent que par la France. Hein. Donc, mais de peur que le pouvoir puisse leur échapper, la France a imaginé ces scénarios grotesques, ce coup d'État qui ne trompe personne. Madame Koumbayaristi, dans le même temps, la France insiste ne pas vouloir reconnaître les autorités, les nouvelles autorités du Niger. D'accord. Elle ne veut pas retirer son ambassadeur. Elle pense qu'il faut nécessairement, allais-je dire, intervenir militairement parce que jusqu'aujourd'hui, le débat est là. Hein. Ils n'ont pas digué pour la CEDEAO et la France et on sait qui est derrière la CEDEAO. Il faut clairement intervenir et réinstaller Bazoum. De l'autre côté du Gabon, on n'entend pas la France parler. Cette diplomatie, j'allais dire, le double standard de la diplomatie française. Eh oui, moi j'ai une toute autre lecture tout de même en ce qui concerne la situation au Gabon, parce que j'y ai vécu 20 ans. Je ne dirais pas que la France n'est pas mêlée au coup d'État, je n'en ai pas la preuve, mais la situation s'imposait parce que Ali Bongo ne gouvernait plus. La première dame est devenue la régente et son fils s'est livré à toutes sortes de dérives. Il peut décider qu'un recteur n'est plus recteur et le lendemain, il était viré. Il fait et défait les ministres. C'est lui, ses copains coquins et sa maman qui prenaient toutes les décisions concernant la vie de la nation. Nous avons vécu cette situation ici quand le M5 s'était mobilisé. Entre autres, il y avait cette situation parce que IBK ne gouvernait plus. Il ne signait plus les décrets et ses enfants, sa femme et Boubou Cissé, par exemple, son premier ministre, c'est eux qui signaient à la place d'IBK. Alors, pour qui c'est la démocratie, d'ailleurs, le fondement de la démocratie, c'est quoi? Vous êtes élu par le peuple, c'est vous qui gouvernez, vous êtes responsable quand ça va et vous êtes responsable quand ça ne va pas. La redevabilité et tout le reste. Mais au Gabon, il n'y avait pas de ça. Moi, je pense que ce qui s'est passé a soulagé les Gabonais et tous ceux qui connaissent le Gabon, tous ceux qui ont vécu pendant de longues années, parce que se réveiller sans entendre qu'on est gouverné par la famille Bongo et Affidé, c'est déjà la délivrance. Personne Une ne forme de thérapie alors. Ouais, c'est une thérapie déjà à l'échelle du Gabon, parce que les langues se délient, les gens commencent à réclamer leurs droits. Il y a des pensionnés qui sont à la retraite depuis 5 ans, 6 ans, qui ne touchaient pas leur pension. La Caisse nationale de sécurité, la CNAMGES, étaient devenues des vaches à lait, des corrompus. Vous avez vu, tout le monde a vu l'argent qu'on a retrouvé dans les maisons. C'est effroyable. Et donc, si la France peut aider au moins à libérer les Gabonais, moi j'applaudis. Ce sera peut-être une œuvre de bienfaisance, non. Ça, c'est pour rigoler. Mais quelles que soient les motivations de ceux qui ont pris le pouvoir, depuis 2 ou 3 semaines, ce qu'on voit, la manière consensuelle, bon, on jugera à l'épreuve du temps, on verra si c'est une très bonne chose ou alors
s'il ne faut pas dire le holà. Ils sont en train de consulter tout le monde, ils appellent tout le monde, ils parlent avec tout le monde, mais il faut reconnaître qu'ils sont en train de prendre des mesures salutaires. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, il y a 1000 budgets, 1000 postes budgétaires qui ont été mis à la disposition d'enseignants sortis d'écoles de formation d'enseignants et qui étaient à la traîne. Ils sont en train de voir dans quelle mesure faire revenir l'état de droit. Je crois que c'est ça qui importe. Mais en ce qui concerne la France, même le Gabon, compte tenu de la nouvelle situation, les Gabonais ne vont pas accepter de se laisser faire parce que tout le monde, vous êtes en Europe, pour certains. Monsieur Paris, vous êtes à Paris, vous avez vu la diaspora gabonaise, quoique peu nombreuse, elle a été très, très active. Les ONG qui réclament, comment dire, qui ont traduit Tassou, la famille Bongo, la famille Nguema devant les tribunaux internationaux pour corruption, pour vol et tout le reste. Je crois qu'il y a de l'espoir. Moi, ce qui m'empêche de dormir, c'est le cas du Congo aujourd'hui et celui du Cameroun. Parce que je ne sais pas par quel extraordinaire la situation va se régler parce que la situation des deux pays est beaucoup plus complexe et beaucoup plus préoccupante que celle du Gabon. Parce que les Gabonais ne sont pas nombreux. Si on arrive à arrêter la saignée, si les gens ne volent plus, on peut rapidement reconstruire l'État gabonais et on peut mettre en place des institutions solides et passer à autre chose. Merci Madame Kumbaya Rissi. Nous sommes à la fin de notre tribune et donc je vais laisser Enda Diodansene qui va conclure sur la question des terres au Congo-Brazzaville, puisque tout à l'heure on a dit, hein, il y a deux autres pays qui sont dans des situations beaucoup plus complexes, et notamment le Congo-Brazzaville, a dit Kumbaya Rissi, et le Cameroun. Alors, donc, Josel, je disais, il y a une situation au Congo-Brazzaville où on a demandé aux populations de déguerpir, elles sont chassées de leurs terres. Donc, les Rwandais sont présents à l'UTT. Mais curieusement, les accords qui lient et qui favorisent cette activité ne sont, jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'ont jamais été présentés à l'Assemblée nationale. Et nous savons que ces accords ont été passés sous, j'allais dire, en violation flagrante ou totale de la Constitution du Congo. Et donc, il y a des pleurs, les gens ne savent plus quoi faire, les mamans. Nous avons appelé, et sur place, on a constaté comment il y a, mais la tension qui monte. Et donc, on va conclure à ce niveau-là parce que c'est parmi les activités où ce qui peut faire que, voilà, dans un pays, voilà, que la crise s'accentue et pourquoi pas se termine très mal. Oui, merci beaucoup Christian. Mais je ferai un lien entre le Gabon et le Congo, dans la Oui. mesure où, pour ne pas revenir sur l'ensemble de l'analyse, on peut quand même noter qu'il y a un message très fort qui est venu du Gabon. C'est la succession dynastique qui n'est pas passée ou bien qui ne s'est pas poursuivie. Et n'oubliez pas que le Congo-Brazzaville est exactement dans la même situation, pas qu'au niveau du haut sommet. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, dans le cadre de nos assemblées, du gouvernement, la plupart des enfants de caciques qui sont au Sénat, à l'Assemblée nationale, au gouvernement, et il ne manque plus que la succession au sommet. Congo-Brazzaville aujourd'hui. Il ne manque plus que ça. Or, ce qui vient, le message que le Gabon nous a envoyé, c'est aussi de dire que attention à la succession dynastique, parce qu'elle peut très mal se terminer. Et je voulais juste faire ce lien à ce niveau-là. Maintenant, par rapport à la situation interne du Congo-Brazzaville aujourd'hui, la situation des terres, mais elle rejoint tout un ensemble de, on va dire, de situations que nous avons suivies et que dans lesquelles nous sommes des acteurs. Je rappelle que le 20 mai, nous étions 3
leaders politiques qui avons fait une conférence de presse donc, pour demander à ce qu'il puisse y avoir des poursuites contre des crimes économiques et financiers, mais qui sont énormes au Congo-Brazzaville. Et depuis, nous avons été rejoints par la société civile qui a porté plainte, qui a porté une première plainte, les fameux 14 000 milliards qui ont été détournés pour les générations futures. Et cette situation des terres vient s'ajouter à tout ça. Et là, ça monte. Les populations n'arrivent plus à supporter cette situation parce que les terres, c'est quand même ce qui est de plus cher lorsque vous avez tout perdu. C'est ce qui tient les populations avec leur localité. Et nous avons effectivement des preuves qu'il y a déjà des zones qui ont commencé à être isolées. Les expropriations ont déjà été faites, de force d'ailleurs. Et l'autre situation, c'est la situation juridique, c'est-à-dire que tout ce qui est au fondement de cette situation, notamment sur le plan législatif, n'a pas respecté les voies constitutionnelles telles que les choses devaient se faire. Et donc, c'est une situation kafkaïenne qui va probablement s'ajouter à des mécontentements qui sont déjà assez avancés dans le territoire du Congo-Brazzaville. Et nous risquons éventuellement d'assister à des choses qui vont être difficiles pour le gouvernement. Et tout dépend aussi de l'opposition. Tout dépend de la société civile. Tout dépend aussi de la population. Il faut être capable de se coaliser parce que la force de cette dictature dans laquelle nous sommes aussi au Congo-Brazzaville, c'est d'avoir atomisé la population. Chacun ses revendications. On a l'impression qu'on a 10 000 interlocuteurs pour tous ces problèmes. On a un seul interlocuteur, c'est le gouvernement. C'est l'État congolais incarné par son président. Donc, il faudrait que tous ces segments de la société se coalisent parce qu'il y a un seul responsable, c'est ce gouvernement. Effectivement, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous reviendrons peut-être à une autre occasion pour aller dans le détail. Mais cette question des terres est une question qui est en train de soulever les populations, déjà dans les zones où les expropriations ont eu lieu, en effet. Voilà, donc je vais vous faire réagir les trois pour conclure. Bien sûr, c'est le mot de la fin, mais vous aurez chacun à plus d'une minute, bien entendu. C'est de nous dire, puisque la France tient absolument pour son intervention militaire au Niger, et nous savons qu'elle est en train d'instrumentaliser la CEDEAO. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens pensent que, bon, écoutez, c'est finalement du passé, c'est fini, ça n'arrivera plus. Mais on ne sait jamais, parce que, évidemment, le cobra, même quand il dort, il faut toujours avoir peur de lui, on ne sait jamais, et ils peuvent passer à l'acte. Alors, dans le cas où ils passaient à l'acte, à quel scénario pourrait-on s'attendre en Afrique? Je commence par Paris et puis Koumbayarissi et on terminera par José. En tout cas, ça sera compliqué parce que la France voudrait mettre de la chair à canon nègre devant la CEDEAO, comme ça, elle marcherait derrière en les poussant. Mais la CEDEAO, on l'a vu à l'œuvre au Libéria et en Sierra Leone. Il faut lire les livres d'Amadou Kourouma. Allah n'est pas obligé. Vous allez comprendre comment les troupes des Comores se battaient. Hein. Donc, ils s'est levé à 10h30, ils prenaient le petit déjeuner à 11h. À midi, quatre coups de canon et puis ils allaient se mettre à l'ombre à se reposer. Juste pour dire à l'ennemi n'avancez pas, mais ils ne faisaient pas la guerre. Hein. Donc, aucun Africain de la CEDEAO va combattre de façon vraiment sérieuse. Hein. À moins que la France ne puisse grimer ses soldats en noir pour qu'ils puissent combattre en les faisant passer pour les soldats de la CEDEAO. Ça sera compliqué, très, très compliqué. Merci beaucoup. Alors, Koumbayarissi, à quoi pourrait-on s'attendre si jamais la France attaquait? On va les écraser. Ils seront écrasés, vous voyez, on parle de Dakar, d'Abidjan et de Cotonou. Hier ou avant-hier, les Béninois sont sortis simplement pour demander le départ de Talon. Curieux, non? Alors, on se demande, dans ce cas-là, de quelle façon le Bénin va entrer en guerre contre le Niger.
Alassane Ouattara, je vous l'ai dit, même s'il se renforçait, comme l'a dit Paris, ceux qui seront envoyés ne feront pas la guerre. Et Macky Sall a d'autres soucis aujourd'hui parce que Macky Sall va tout faire pour faire gagner son candidat, pour assurer ses arrières. Donc, je crois que Macky Sall, d'ailleurs, n'est plus dans la course, entre griffes, parce que il semble que Macky Sall se range derrière Tinubu, qui n'a pas l'onction des Nigérians. Et Macky Sall dit que lui, il n'ira pas en guerre tant que le Nigeria n'ira pas en guerre. Donc, je crois que la France est même lâchée. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre. Même les terroristes relâchés et tout ça, là, il ne pourra rien en tirer parce que tout le monde est mobilisé. L'autre jour, il y a quelques jours, c'est des camions supposés transporter du charbon qui contenait des explosifs. C'est les agents des eaux et forêts qui ont découvert ça. C'est vous dire que tout le monde est sur ses gardes et Poutine est partie prenante. Poutine sera partie prenante de cette guerre. Il s'est déclaré plusieurs fois et la rencontre de Bamako d'hier en dit long. Donc, peut-être que nous autres, là, population, nous nous disons il n'y aura rien, mais au niveau des autorités, ils sont en train de se préparer à tous les niveaux, à toutes les éventualités. Merci. Alors, Diogène, pour la CEDEAO, la date a été fixée pour l'intervention militaire, bien entendu. La décision politique a été prise. La balle est désormais dans le camp des états-majors militaires des pays membres de la CEDEAO. Oui, quelque part, on se dit, la probabilité tend vers, j'allais dire, est de plus en plus moindre, mais on ne sait jamais, ça peut arriver, puisque la date a été fixée. On peut toutefois attaquer, on ne sait jamais. À quel scénario pourrait-on assister en Afrique? Christian Perrin, je pense que je vais vous rappeler quelque chose. Quand il y a eu le discours du Premier ministre Choguel Maïga aux Nations Unies, la France nous a abandonnés en plein vol. À peu près, c'est ce qu'il avait dit. Nous avons fait une émission où je disais que quand on a suivi, quand on a étudié ces questions-là de très près, c'était un langage qui tranchait, c'était nouveau de voir ça dans le précaré français. Je ne sais pas si tout le monde a pris conscience, avec le recul historique, je pense qu'il y a des dates, il y a des moments qui vont être consacrés comme des moments de bascule. C'est-à-dire que j'avais dit ceci, même si le Mali échouait, les choses ne seront plus comme avant. Aujourd'hui, nous avons 3 pays dans cette configuration-là. Même si la France et la CEDEAO arrivent à faire cette intervention, réussie ou pas, les choses ne seront plus comme avant. La France ne s'est jamais excusée pour intervenir en Afrique depuis 60 ans. Elle n'a jamais pris autant de précautions pour se cacher derrière une institution africaine depuis 60 ans. Rappelez-vous, tout à l'heure, je parlais de Chabat, quand les Marocains sont venus à la rescousse de Mobutu, mais c'était la France. Une année après, c'était Kolwezi. Ça, c'est les troupes françaises qu'on appelait les légions qui ont sauté sur Kolwezi. Rappelez-vous encore tout récemment, mais je passe d'autres exemples. Laurent Gbagbo, ils ont fini par faire le travail eux-mêmes. Ils sont rentrés jusqu'au palais présidentiel pour aller saisir un chef d'État africain et le sortir de là. Et pourtant, il y avait des forces onusiennes à Abidjan, mais la France a fini par faire le travail elle-même. Quand on voit toutes les précautions aujourd'hui, toutes les excuses, parce qu'au final, ce que dit le président Macron, il dit la même chose. Il s'excuse tous les jours. La France ne fera pas ça, la France n'a jamais fait ça. Or, la France a toujours fait ça elle-même. Pourquoi on a besoin de la CEDEAO aujourd'hui? Parce que ça ne passe plus. Donc, pour moi, les choses ont déjà changé. Et la résistance des Nigériens, aujourd'hui, est encore la preuve que nous sommes dans un moment historique qui est en train de basculer. Il faut qu'on en prenne conscience absolument. C'est tout ce que je peux dire. Merci Diogène, merci Kumbaya Rissi, merci Paris Belitoula, en tout cas.
d'avoir pris part à ce premier numéro du regard sur le monde et je crois que nous ferons de notre mieux pour préserver ce programme. Une fois de plus, merci d'avoir été disponible et on se retrouve à la prochaine occasion. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. En tout cas, merci de votre attention et surtout de votre confiance à TELR TV. Je vais simplement vous inviter de cliquer sur le petit pouce en l'air, hein, c'est juste en bas de cette vidéo, de partager massivement cette émission. Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette tribune. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.